temps pour le présenter. Martin Dutronc est doctorant en histoire et assistant d'enseignement à l'Université catholique de Louvain. Ses recherches sous la direction de M. Jean-Pascal Gay le conduisent actuellement à comparer deux revues de théologie que sont la Revue des sciences religieuses de Strasbourg 1921-1972 et des Ephémérides Theologicae Lovanienses de Louvain de 1924 à 1972. La comparaison de ces deux revues académiques permet d'observer les dynamiques à l'œuvre dans la production et la publication du savoir théologique et de se dégager de la grande narrative historique proposée par les théologiens eux-mêmes. Voilà, merci à tous et encore d'être là pour la dernière communication de la journée du coup. Merci aussi aux organisateurs vraiment de me permettre de parler d'aujourd'hui et aussi aux responsables du foyer familial qui m'accueillent pour le séjour toulousain. Alors, dans un avant-propos titré Notre programme en 1909, le nouveau directeur de la revue thomiste, le père Montagne, professeur de philosophie à l'université de Fribourg, légitime la continuation du périodique thomiste à la suite du décès du père Coconnier, en dressant une liste de périodiques ayant eu pour lui, je cite, pour but principal, sinon exclusif, de propager et de défendre les enseignements du docteur Angélique. Citons donc sa citation, citons avec la revue thomiste de 1893, le Divus Thomas, celui l'italien de Plaisance de 1880, la revue de philosophie de l'ICP, la revue néoscolastique de Louvain, la revue des sciences philosophiques et théologiques et l'annuaire de philosophie et théologie spéculative de 1887, celui de Paderborn. Alors si le père Montagne n'en cite que 6, ici 4 françaises, une belge et une allemande, il se plaît à rappeler plus loin, dans le même tome de 1909 de la revue thomiste, pour annoncer là alors la fondation de la revue espagnole La Scientia Thomista de 1909, que, je cite, « S'il en est, en ces temps de crise intellectuelle, un spectacle réconfortant pour les amis de la vérité, c'est de voir l'importance de plus en plus grande que prend, dans les divers pays, le mouvement des idées thomistes. L'intensité de ce mouvement s'accuse non seulement par la publication de nombreux travaux, livres, brochures ou articles, d'inspiration scolastique, mais encore par l'apparition de nouvelles revues, consacrées spécialement ou exclusivement à exposer et à défendre la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Il dit alors la France à la revue thomiste, la revue des sciences philosophiques et théologiques, la Belgique la revue néoscolastique, l'Allemagne, celui qui va être discuté aujourd'hui, l'annuaire de philosophie et théologie spéculative, l'Italie qui avait donné préalablement le Divus Thomas de 1880 et qui à ce moment-là en 1909 voit naître tout récemment la Revista Neoscolastica. Alors dans une chronique de la même année dans la revue thomiste, intitulée « Une chronique mouvement thomiste au XIXe siècle », aperçue d'après ses historiens, le père Viel de Toulouse propose une liste plus développée, classement le mouvement de la fin du XIXe par ère géographique au nombre de 6, une ère italienne, une ère espagnole, une ère portugaise, une ère mexicaine, une ère américaine et une 6e ère dans laquelle il regroupe Allemagne, Autriche et Suisse. Et déclare concernant cette 6e ère, Allemagne, Autriche, Suisse, qu'un des plus éminents représentants du thomiste est Gutenberg, fondateur d'une inestimable revue, l'annuaire philosophique, elle est l'organe du thomisme, ainsi qu'une deuxième, on est face à plutôt un contexte de duopole entre deux revues, donc l'annuaire philosophique d'un côté et de l'autre, l'annuaire pour la philosophie et la théologie spéculative. Alors, si la deuxième journée de ce colloque aujourd'hui se penche plutôt sur les thomismes aux époques modernes et contemporaines, et si on peut y voir des continuités, des ruptures, des transformations dans ces courants, dans l'entrée du XIXe siècle, on ne peut oublier de rappeler que le renouveau thomiste de la fin du XIXe siècle, auquel se réfère ici les pères Montagne et Viel, s'inscrit avant tout aussi, plus largement, dans une transformation institutionnelle des lieux de production. D'un côté, une transformation donc institutionnelle des lieux de production, et de l'autre, spécifique à cette fin du XIXe, l'adoption d'une nouvelle forme de communication scientifique qu'est la revue. Et ça de manière en fait semblable à d'autres savoirs savants et universitaires à l'époque. Dans ce cadre, ma communication va essayer d'interroger ce que l'historiographie, du coup, pour l'espace germanophone, a qualifié d'organe majeur du thomisme, dans ce duopole entre les deux revues, et ici en s'attardant sur l'annuaire de théologie et de philosophie et de théologie spéculative. Alors, l'annuaire de philosophie et de théologie spéculative, lancé en 1887 par Ernst Kommer, professeur d'apologétique à la faculté de théologie d'État de Münster, édité chez Schönning à Paderborn,
passe à Vienne en 1914 et en 1923 à Fribourg, on y reviendra. Alors je le mentionne directement, mon étude du coup du Divus Thomas, l'étude que j'ai plutôt développée de 14, l'édition à Vienne jusqu'à 1927, même si l'édition Divus Thomas continue à Fribourg après 1927. Mais je vais essayer de me saisir ici des questions plutôt des periodical studies, principalement alors à partir d'un dépouillement quantitatif de 3 choses. Premièrement, un dépouillement des contributeurs d'un côté et des recenseurs de l'autre. Deuxièmement, des maisons d'édition, des ouvrages reçus par la revue et des ouvrages effectivement recensés dans la revue. Et troisièmement, un dépouillement des sommaires des revues, cette sorte de revue des revues, de revue des périodiques, présente quasi tout au long de la publication, en tout cas dans sa première série, puis disparaît pendant une décennie avant de revenir avec l'arrivée du Divus Thomas à Fribourg. Alors, on est ici donc, enfin, en tout cas, je suis moins intéressé par le développement des idées thomistes, des germanophones que par l'adoption dans cette ère linguistique particulière d'une forme spécifique de communication scientifique qu'est la revue, et donc ici l'annuaire de philosophie et de théologie spéculative. Alors la contribution me comportait un double intérêt historiographique, pour moi et puis pour vous aussi j'espère. D'un côté, pour l'histoire des mouvements thomistes, l'étude d'une revue à partir de sa place dans un écosystème plus large de l'édition savante, scientifique et universitaire, à des niveaux d'échelle différents entre production nationale et internationale. On va essayer de l'interroger. Ça permet de questionner cette prétendue uniformité alors d'un réseau thomiste international qu'on a tendance à voir peut-être très connecté ou très dense. De l'autre côté, pour l'histoire des savoirs universitaires à l'époque contemporaine, la prise en compte du thomisme comme sous-discipline alors de la théologie ou de la philosophie, en cette fin du 19e, en cours de processus de disciplinarisation, me permet de mesurer le degré alors d'ecclésialité des réseaux savants et des géographies locales, régionales ou transnationales qui sous-tendent justement ces ecclésialités et ces réseaux ecclésiaux. Alors, je vais le faire en 3 temps. D'abord, dans un premier temps, en donnant quelques repères chronologiques de l'édition du Divus Thomas. Ensuite, à partir des contributeurs et recenseurs, je vais essayer de me demander, la grande question, c'est de savoir si le changement de géographie effective des lieux de production de cette revue participe ou d'une modification du réseau de contributeurs ou de recenseurs, ou place autrement le Divus Thomas dans un écosystème de l'édition savante, de l'édition germanophone principalement. Et enfin, en troisième point, à partir donc je l'ai dit, d'une analyse d'une distribution des ouvrages analysés par nationalité des maisons d'édition et par année, et de l'autre d'un recensement des revues dépouillées dans la revue des revues. Je vais ici me demander si la modification que j'aurais ou pas observée dans le point 2 de ces géographies se manifeste également alors dans une modification de la cartographie disciplinaire dans laquelle s'inscrit Divus Thomas, qui tend à changer aussi de par sa publication. Alors, un premier point rapidement sur quelques balises chronologiques de l'édition de ce Divus Thomas germanophone. Bon, on l'a dit en 1887, donc le docteur Ernest Kommer, allemand, docteur en théologie à Rome en 1880, qui enseigne successivement la philosophie à Regensburg en 1875, puis part enseigner à Münster, l'apologétique et l'éthique générale, avant d'enseigner à partir de 1888 la théologie dogmatique à Breslau. Puis part à Vienne enseigner la théologie en 1900. Alors, la revue elle-même a classé ces X années de parution en trois séries successives. La première qui va de 1887, de la fondation à 1907, avant que le 1914 vienne marquer le début de la seconde série. Donc on a 28 années de publication, relativement une stabilité relative vis-à-vis de l'éditeur qui édite cette revue, puisqu'elle est éditée à Paderborn les 28 ans chez Schöning, éditeur majeur à ce moment-là, entre autres aussi, on verra plus tard, on voit comment aussi l'édition d'une revue participe d'une même stratégie éditoriale vis-à-vis d'un éditeur pour lequel c'est intéressant d'avoir à la fois une revue aussi pour faire circuler ses propres productions. Mais donc, pendant 28 ans, édité à Paderborn chez Schöning,
Plus précisément, aussi en fonction des fluctuations des lieux d'enseignement de Comores, sera enseigné sur les premières de couverture, Paderborn et Münster, puis Paderborn, Münster, Osnabrück, puis Paderborn, Münster, Osnabrück, Mainz. Et à partir de 1899, par contre, on ne retrouve plus que la mention de Paderborn, éditée par Schöning jusqu'en 1913. Alors, une deuxième série qui ne suit pas, puisqu'il faut attendre une quinzaine d'années après le départ de Comores et son enseignement à Vienne, pour passer en 1914 à une édition à Vienne, et un changement du titre de l'annuaire qui s'appelle maintenant Divus Thomas, donc en 1914. Alors, l'intérêt de Vienne, peut-être, pour le directeur, c'est les modalités qu'offre le nouvel éditeur à Vienne, qui est à la fois éditeur et imprimeur, qui possède ses propres pièces, gérée par une congrégation, la congrégation des méchitaristes de Vienne. Bref, en 1914, c'est aussi un changement de titre, et là, Comores reprend un titre qui avait disparu entre-temps du Divus Thomas de Plaisance. Et il faut savoir qu'en 1924, quand reparaît la deuxième série du Divus Thomas de Plaisance, il y aura même peut-être quelques conflits d'ailleurs entre les directeurs des deux revues vis-à-vis de ce titre sur lequel la revue de Plaisance fait valoir des droits d'auteur. Bref, on passe à une troisième série qui est la reprise en main à Fribourg et le début de l'édition à Fribourg en 1923. Mais depuis déjà 1920, le directeur Comères avait été rejoint par le dominicain Eifelé, professeur depuis 1919 d'apologétique à Fribourg. En 1920, en 1921, il dirige à deux la revue. En 1922, le départ de Comères et l'arrivée alors d'un autre professeur de théologie de Fribourg qui est depuis la fondation de la faculté. Menser, à deux, Eifelé et Menser gèrent depuis 1922 l'annuaire avant de le transformer en 1924 en Divus Thomas. Dans son avant-propos alors de la nouvelle série de 1923, à partir du moment où il est édité à Fribourg, je lirai juste le petit extrait de son avant-propos de l'année 1923. Alors l'année 1923, donc de Menser dans son avant-propos. L'année 1923 nous apportera le sixième centenaire de la canonisation de saint Thomas. Le génie ne travaille pas pour le jour, ni pour une année ou des décennies, mais pour des siècles. C'est là que réside sa force et son pouvoir créatif et supérieur, qu'a été Thomas d'Aquin dans et hors de l'Église. Au cours des 6 derniers siècles, les regards se sont tournés à maintes reprises vers cet immense combattant de l'esprit, les uns pour le combattre et le faire oublier, les autres pour l'étonner, l'admirer et le vénérer. Avec Augustin, l'Église, la plus grande et la plus puissante créatrice du culture des temps anciens et modernes, n'a pas distingué guide spirituel comme lui. Le Divus Thomas a toujours eu des collaborateurs, là évidemment il replace la nouvelle série de 1923 dans les deux précédentes. Le Divus Thomas a toujours eu des collaborateurs issus de différents milieux, des ecclésiastiques et des prêtres de différents ordres. Qu'il en soit ainsi pour ceux qui ont le véritable esprit thomiste, les colonnes leur sont ouvertes. Tous sont les bienvenus. Plusieurs clercs séculiers de réputation scientifique nous ont promis leur collaboration, mais nous comptons aussi sur un groupe d'excellents représentants de l'ordre bénédictin. D'autres ordres sont également les bienvenus. Alors, ça c'était pour les trois petits temps qui correspondent aux trois séries du Divus Thomas, même si je vais m'attarder plus spécifiquement sur le début de la troisième série, donc de 1914 à 1927, et sur les réseaux de collaborateurs. Alors, donc après avoir rappelé cette petite chronologie en 3 temps, j'en viens à essayer d'étudier le réseau des collaborateurs, donc tant les contributeurs des articles que les recenseurs, pour mieux questionner, pour mieux en tout cas distinguer, pouvoir catégoriser les différents acteurs de la production de ces savoirs thomistes. Et donc la question, je l'avais dit en introduction, est de savoir si le changement de géographie effectif de Paderborn à Vienne puis Fribourg modifie ce réseau ou son ecclésialité. Alors, je l'ai dépouillé complètement de 14 à 27, mais pour les séries précédentes, parce qu'à la base je voulais m'attarder juste sur 14 à 27, mais pour les séries précédentes, j'ai fait 3 petits sondages.
un premier sur la période 87, 88, 89, un autre 1903, 1904, 1905, et puis sur la fin à Paderborn, et puis la période viennoise et à Fribourg complètement. Alors pour la période, je reviendrai sur les périodes précédentes après, mais pour la période 14 à 27, on a 97 collaborateurs qui d'une manière ou d'une autre ont contribué à la revue. Alors 34 qui sont exclusivement des contributeurs d'articles ou de notes, 32 qui sont exclusivement des recenseurs, et 28 qui sont à la fois contributeurs et à la fois recenseurs. Alors, le plus grand contributeur sur cette période de 1914 à 1927, c'est un Suisse, le père Menzer, directeur de la revue. Et le deuxième plus grand contributeur, c'est le père Schultes. Par contre, le plus grand recenseur, c'est aussi un Suisse, donc c'est le père Schultes, pardon, qui est donc à la fois le deuxième plus grand contributeur et le premier recenseur, professeur d'abord au couvent dominicain de Grasse en Autriche, puis professeur d'histoire des dogmes à l'Angélicus. Le deuxième plus grand recenseur, c'est le bénédictin luxembourgeois Gret, professeur à Saint-Anselme. Donc ici, on voit déjà quantitativement, en tout cas, se dégage une présence dominicaine et bénédictine majeure des contributeurs. Mais bon, ce qui est plus intéressant pour moi, c'est d'essayer de voir si cette distribution vis-à-vis des contributeurs, on peut en proposer une chronologie, évidemment. Est-ce que la chronologie nous renseigne sur les modifications du réseau? Alors, il me semble que dans cette géographie des contributeurs, on a une première période qui correspond à mon premier sondage des 3 premières années de l'annuaire. On va en fait avoir plutôt des collaborateurs diocésains allemands. Ça, on a ça, qui sont donc diocésains allemands et professeurs, par contre universitaires et professeurs dans les facultés d'État, Breslau, Vienne ou Prague. Alors, on aura il semblerait, d'après le dépouillement, qu'on va avoir alors plutôt une deuxième période et une transformation, vraiment la première décennie du XXe, où on a l'air d'observer plutôt une ecclésialisation du réseau, caractérisée par une présence quasi totale de réguliers, mais une présence d'abord bénédictine, principalement, puis dominicaine, cistercien, et on retrouve quelques prémontrés. Mais cette ecclésialisation qui semble caractériser le changement du réseau de contributeurs au début du XXe, dans une deuxième phase, alors, il faudrait voir si ce n'est pas aussi une sorte d'académisation plus globalement de l'Ecclésia, mais aussi une romanisation, dans le sens où les dominicains qu'on va voir, les bénédictins qu'on va voir apparaître comme contributeurs et les dominicains qu'on va voir apparaître comme contributeurs sont professeurs, pour les bénédictins, professeurs à Saint-Anselme, ou professeurs là plutôt donc à Saint-Anselme ou professeurs à l'abbaye de Beuron, mais professeurs à Saint-Anselme, et les dominicains, professeurs au collège angélique ou alors au couvent de Grasse. Alors on aurait une troisième période à la fin de la première série, autour de la Première Guerre mondiale, et accentuée par la reprise fribourgeoise, mais là on va avoir, autant on avait dans les 2 premiers temps, donc la première décennie de publication, puis la première décennie du XXe, dans un troisième temps, il semblerait qu'on ait plutôt alors là une internationalisation du réseau. Si on regarde à la nationalité des contributeurs, on va voir apparaître des Italiens, des Belges, qu'on n'avait pas dans les 2 temps précédents. Donc là, on aurait une internationalisation du réseau, mais d'un point de vue institutionnel, vis-à-vis de l'inscription institutionnelle des contributeurs, là, on a une diminution du nombre d'institutions représentées et un resserrement autour d'institutions dominicaines, entre autres autour de l'Université de Fribourg et du couvent de Grasse, mais les couvents de Grasse, Olomouc, Vechta, Venlo, Louvain, qu'on retrouve également pour la présence des dominicains. Et quelques professeurs de l'Université de Grasse, mais des dominicains. Ça, c'était pour les 3 temps du réseau de contributeurs qui, en fait, sont caractérisés à la fois par des éléments, d'une échelle. On peut varier l'échelle d'observation entre une échelle nationale germanophone qui va avoir tendance, l'inscription nationale des pays de langue allemande, à disparaître pour une inscription plus large à l'international,
mais qui va de pair avec un resserrement aussi dans une perspective savante autour de lieux d'enseignement universitaire des dominicains. Qui ne suit pas forcément, et cette chronologie en 3 temps, ne suit pas forcément la chronologie des séries présentées au point 1. Alors, en 3e temps, je voudrais savoir aussi si les caractéristiques de ces 3 temps des réseaux de contributeurs, vis-à-vis de ces caractéristiques nationales ou internationales, savantes et ecclésiales, est-ce qu'on trouve les mêmes dynamiques qui viennent caractériser le réseau éditorial dans lequel se situe la publication du Divus Thomas? Et pour ça, j'ai essayé donc j'ai dépouillé les différents numéros au niveau des recensions et pour distribuer par éditeur, mais du coup regroupé par pays de production, les différents ouvrages publiés dans le Divus Thomas. Alors, de 1914 à 1927, quantitativement, si on a 319 ouvrages recensés. Bon, il faut savoir aussi qu'en gros, ça correspond à la moitié des ouvrages réellement reçus par le comité de rédaction de la revue. Alors, si 70% de ces 319 ouvrages proviennent en gros d'un éditeur allemand, vraiment à 70%, et puis on retrouve en 2e place la France, au niveau de 13% de l'ensemble de ces 319. Mais ce qui est peut-être plus intéressant pour nous, c'est que là, il semblerait bien que le changement de géographie effective, donc de lieu de production entre Paderborn et son passage à Vienne, participe d'un changement de la place de Divus Thomas dans l'écosystème éditorial germanophone, dans le sens où son passage à Vienne, en 14, aussi avec le contexte de la Première Guerre mondiale, mais va voir ce qu'on va voir apparaître très clairement, accentué encore quand ils seront à Fribourg, c'est la diminution, pas seulement quantitativement du nombre de livres, mais la diminution du nombre d'éditeurs différents qui envoient effectivement des ouvrages pour recension au Divus Thomas. Là, on va avoir une diminution du nombre et seulement quelques éditeurs et des gros éditeurs allemands, mais qui vont effectivement envoyer des livres à se faire recenser au Divus Thomas. Alors que dans la période à Paderborn, en gros les 20 premières années de l'annuaire, là on avait un grand nombre d'éditeurs allemands, et pas seulement les gros, qui envoyaient des ouvrages se faire recenser à la revue. Alors on a aussi, donc ça c'est la réduction du nombre d'éditeurs différents, pardon. Alors, si on, dans ce que de 14 à 17 du Divus Thomas, si on a une première phase, peut-être 14-22, donc diminution significative du nombre d'ouvrages recensés. Par contre, on a par rapport à la période précédente, un plus grand nombre d'éditeurs français, différent que ce qu'on retrouvait à la période précédente. Et la deuxième phase de 1923 à 1927, il semblerait qu'on ait là une sorte de translation d'un réseau éditorial germanocentré vers un réseau d'éditeurs francophones. Alors que ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas forcément de changement dans le réseau de contributeurs au niveau au niveau du réseau germanophone de contributeurs et de cette revue germanophone. On n'a pas de changement à ce niveau-là, mais on a bien un changement vis-à-vis de la place du Divus Thomas dans le contexte, l'écosystème éditorial européen de l'époque, qui a l'air là plutôt de se translater vers un réseau plutôt, plus franco-centré qu'il ne l'était précédemment. Alors, ce recentrement vers la France au niveau de l'écosystème éditorial aussi, il se remarque parce que là, on passe, alors qu'on avait 4-5 éditeurs français avant, première décennie du 20e, qui envoient effectivement des ouvrages pour se faire recenser, on passe en fait ça à 15 éditeurs, donc un plus grand nombre d'éditeurs, et des plus petits aussi, qui voient le Divus Thomas comme un lieu de possibilité pour leurs ouvrages pour se faire recenser. Si on regarde du côté... Donc ça c'est vis-à-vis des recensions, des ouvrages effectivement recensés dans le Divus Thomas, et si on regarde du côté de ceux qui recensent ces ouvrages effectivement envoyés. Alors, lors de la reprise à Fribourg en 1923, on observe...
Bon, j'aurais dû faire un graphique, mais ce qui nous intéresse, c'est à partir de 1914, donc ce qui est en mauve et en rouge, mais pour ce que j'expliquais précédemment. Du côté des recenseurs, ce qu'on va avoir apparaître de manière générale dans le passage fribourgeois, c'est une diminution du nombre de collaborateurs différents par année. On va avoir une diminution du nombre de collaborateurs différents par année, avec une augmentation du nombre de collaborateurs qui sont à la fois recenseurs et à la fois contributeurs de la revue. Donc, est-ce qu'on assiste là à une sorte de recentrement ou de localisation de la production, tant dans les articles et notes que dans les recensions produites? Alors, une autre manière encore d'interroger, c'est les conséquences du changement de géographie effective de production et ses conséquences sur la production des savoirs dans le Divus Thomas, c'est de regarder à la rubrique caractéristique particulière, qu'est la revue des revues. Donc cette revue de périodique qu'on trouve dans le... qu'on trouve du deuxième tome, donc en 1888 jusqu'à 1905, et puis qui disparaîtra après 1905. Et on va essayer de voir, d'un peu analyser les revues qui sont effectivement recensées dans cette revue des périodiques, pour essayer de voir ce que ça peut bien nous dire de la manière dont le Divus Thomas, ou en tout cas ses directeurs, s'imaginent faire partie d'un réseau de revues, ou comment recenser telle ou telle revue et en exclure d'autres participe finalement de la constitution d'une discipline par un nombre X de revues et pas Y. Alors si dans la revue des revues de 1888, on trouve seulement 8 revues, et transconfessionnelles, on trouve 5 catholiques, 3 protestantes. Sur les 8, 5 allemandes, 2 autrichiennes, une italienne, le Divus Thomas de Plaisance. Donc on est plutôt un petit nombre de revues, effectivement, dont on donne le sommaire dans le Divus Thomas. Alors à partir du tome 3, cette revue des revues va en fait être présentée en 2 catégories. Les revues qui concernent la philosophie et la théologie spéculative, ce qui serait le champ spécifique dans lequel s'inscrit l'annuaire, et une deuxième catégorie, les autres revues. Alors, les 2 catégories auront tendance les 2 catégories redisparaîtront à partir du tome 10. Mais si on... Oups. Oui, c'est pas très digeste, mais... donc ça, c'est l'ensemble sur les 18 années, donc, où on retrouve cette rubrique de revue des revues de 1888 à 1905, donc, quand le Divus Thomas est édité à Paderborn. On a un ensemble de 33 revues dépouillées. Et ce qu'on peut peut-être, en tout cas, donc, ici les couleurs, c'est moi qui les ai mises pour essayer de faire observer 3 temps. Le premier qui est la première colonne 1888, celle que je viens de décrire avec les 8 revues. Puis... Ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt qu'on peut déceler donc 3 temps. Un premier de 1888 à 1892, et puis un deuxième temps à partir de 1893. On voit apparaître d'autres revues qui n'étaient pas là précédemment jusqu'à 1896, et alors un troisième temps à partir de 1897. Et ce qui est plus intéressant, relativement intéressant pour mon propos ici, c'est la troisième phase, donc le troisième temps de cette revue des revues, qui traduit plutôt, enfin qui semblerait plutôt alors qu'on va retrouver dans cette revue des revues, cette revue des périodiques, un ensemble au niveau disciplinaire, de l'inscription disciplinaire des revues effectivement recensées, un plus large spectre et une focalisation sur une philosophie au sens large, quitte à laisser de côté même les revues de théologie généraliste, et plutôt se focaliser vers les revues de philosophie, et pas forcément thomistes au sens large. Et ce qu'on doit aussi marquer, alors ce qui serait une sorte de quatrième temps, ce qui serait un quatrième temps,
puisque donc, cette revue des revues disparaît en 1905, mais on a un 4e temps avec l'édition de la revue à Fribourg en 1923, et on retrouve, avec la reprise à Fribourg en 1923, l'apparition d'une revue des revues. Mais là, c'est par rapport à ce qu'on avait encore en 1905, c'est une réduction, une réduction du nombre des revues effectivement présentées dans la revue des revues. On passe à seulement 7 revues, et ça va jusque 9 en 1925, en fait, avant que de nouveau la rubrique disparaisse. 3 francophones, 3 italiennes, une autrichienne. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il semblerait à ce moment-là, parce que ce qu'on voit apparaître dans la nouvelle revue des revues à Fribourg, qu'on n'avait pas dans la revue des revues de l'annuaire quand il est à Paderborn, c'est la mention explicite du collaborateur qui, de fait, recense la revue. Et là, il semblerait qu'on doit faire appel à des contributeurs, en fait, à des collaborateurs spécifiques pour exécuter cette tâche, collaborateurs qu'on n'a pas dans le réseau habituel pour les recenseurs ou les contributeurs. Je pense à Barthélemy, Dominicain Barthélemy, qu'on vient chercher juste pour recenser les revues francophones. Ces trois points pour essayer de dire quoi? Si le projet initial de cette communication, pour moi, était la question du thomisme dans les revues dites thomistes au XXe siècle, il m'a semblé plus pertinent d'essayer d'abord d'en privilégier qu'une seule, l'annuaire de philosophie, qui est plutôt dans cette position duopole entre l'annuaire de philosophie et théologie spéculative et l'annuaire de philosophie dans l'espace germanophone, à ce moment-là de la fin du 19e, début 20e. Et qu'est-ce qu'on peut essayer de conclure? Ce que je vais essayer de conclure en 3 points. Le premier, c'est peut-être que clairement, on peut affirmer que le changement des lieux, le changement des lieux de production, donc la géographie effective de la production thomiste au sein de l'annuaire de philosophie et théologie spéculative et puis du Divus Thomas, participe bien d'un changement, d'une modification du réseau de contributeurs et de collaborateurs en général, qu'on va quitter des réseaux diocésains au sein des universités d'État allemandes ou autrichiennes pour des contributeurs inscrits dans un spectre large dominicain, bénédictin, ou cistercien, pour enfin un resserrement sur l'ordre dominicain, mais alors là, on quitte peut-être l'inscription uniquement universitaire pour aller aussi chercher des enseignants des différents couvents dominicains. Ça, c'est le premier point. Oui, la géographie effective modifie les géographies des collaborateurs. Alors, le deuxième point, c'est peut-être que, surtout vis-à-vis de la revue des revues, la reprise la prise en main ou la place des dominicains dans ces réseaux de collaborateurs, et le fait que la reprise en 1923, à Fribourg, on voit une diminution du nombre de revues recensées, ça participe aussi d'une hiérarchisation qui était peut-être moins nécessaire ou qui semblait moins nécessaire au directeur de l'annuaire, qui semble plus nécessaire au directeur de la reprise en 1923, de fixer une hiérarchie claire des différentes revues. Et en fixant cette hiérarchie claire des différentes revues, on fixe plus clairement la frontière de ce que peut être la discipline ou de ce qu'est la discipline du thomisme inscrit dans un ensemble, dans un réseau de revues spécifiques, X et pas Y. Et troisième point, peut-être, si le Divus Thomas, même en 1923, hérite de ce réseau construit depuis 1987, le changement de géographie effective du lieu de production, ici du point de vue plutôt de la géographie éditoriale des maisons d'édition thomistes, dit autrement, le nombre d'éditeurs germanophones qui envoient des livres se réduit drastiquement. On ne va plus retrouver pour la période fribourgeoise que quelques grands éditeurs, Schöning, Herder, qui envoient des ouvrages à se faire recenser. En fait, là, chronologiquement, il semble que ça correspond au même moment chronologique que la fixation de la frontière disciplinaire plus clairement, participe d'un même moment où le nombre d'éditeurs qui envoient des ouvrages à se faire recenser diminue également. Bref, si
et je termine avec ça, du coup. J'ai essayé ici, du coup, dans les 3 points et la conclusion, de varier mes différents jeux d'échelle, en revenant à une histoire un peu pragmatique de la production de cet annuaire et du Divus Thomas, pour essayer de voir si, en fait, une internationalisation de ce thomisme fin 19e, début 20e, n'est possible ou est travaillée, en fait, et l'internationalisation n'est possible que par, en fait, la constitution d'espaces, justement, d'espaces régionaux, et que dans ce cadre-là, la dimension, en fait, internationale ou transnationale est pas ou peu opérante, et qu'en fait, on construit la dynamique avant tout, la discipline thomiste avant tout par des dynamiques régionales. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé. Y aurait-il des questions ? Moi, j'aurais une question d'œuf et de poule, en fait. C'est-à-dire, dans ce triangle que vous avez dessiné, entre un thomisme qui est de plus en plus universitaire, un thomisme qui est de plus en plus dominicain, et un thomisme qui est de plus en plus international, lequel produit lequel ? Et ma deuxième question, mais là je pense que vous ne pourrez pas répondre, mais elle est peut-être plus pour l'intégralité de la salle, c'est est-ce que ce resserrement paradoxal d'un thomisme qui devient transnational, mais en devenant plus transnational, se resserre beaucoup plus sur l'ordre dominicain, ne constitue pas un des éléments de ce qu'on pourrait appeler la crise du thomisme dans les années 20 et 30 ? Et que le resserrement participerait de la crise, c'est ça ouais. Un isolement des lieux. Ça va être difficile pour moi de répondre. Ouais. Et pour... je vais plutôt essayer de répondre à la première, je pense que je suis plus armé. Donc, c'était est-ce que c'est paradoxal ? Oui. L'ordre dominicain est international, universitaire et... Non. Ouais. C'est lui la matrice. Donc, est-ce que c'est pas quand même l'académisation qui participe de l'arrivée des dominicains et qui voit là un lieu, un objet dont ils doivent se saisir avant qu'il leur échappe peut-être. Mais donc je dirais plus, où j'aurais envie d'appuyer plutôt sur l'académisation qui précède la prise en main des dominicains. Pour répondre dans le triangle. Philippe Marie, vous aviez une question ? Oui. Est-ce qu'on peut identifier des politiques éditoriales différentes dans toutes ces phases? D'abord, quelles sont-elles? Je suis directeur d'une revue de politique éditoriale. Est-ce qu'on peut distinguer est-ce qu'on peut distinguer des politiques éditoriales, les 3 phases qui semblent se dessiner là dans votre courbe ou dans votre schéma, ou non? Ouais. Et puis quelle est-elle? Donc comment caractériser ces politiques éditoriales, si du moins il y en a une vraiment, ou est-ce que c'est petit bonheur la chance, parce qu'il y a des dominicains là, et puis on fait ça. Et puis après, quand ils sont plus là, on fait autre chose. Je pense que ça doit être un peu plus coordonné tout de même. Est-ce qu'on peut le caractériser ou non? Mais donc caractériser les politiques éditoriales, donc en fait, il faudrait confronter les résultats d'une certaine manière les résultats du dépouillement avec les archives de la direction, pour voir si de fait la transformation ici des géographies ou des réseaux est la conséquence de choix éditoriaux particuliers, ou si, inscrits dans les réseaux, ils ont des objectifs, ils veulent quelque chose. Donc, en fonction de leurs objectifs, ces objectifs peuvent changer. Parfois de manière contingente, parce qu'ils n'ont pas les hommes, au contraire, ils ont des hommes nouveaux, et on s'aperçoit que leurs centres d'intérêt, leurs objectifs se multiplient, au contraire se diminuent, se raréfient, se reconcentrent, au contraire se décentrent.
Enfin, moi, je vois bien ça dans la revue. Hein, donc, je me dis que c'est pas nouveau, cette affaire-là. Non, c'est sûr. Mais oui, j'aurais du mal à y répondre sans... parce que là, j'aurais du mal à y répondre sans archives des comités de rédaction ou des directeurs qui fixeraient des lignes directrices et puis le terrain nous dit... Ouais, je ne saurais pas répondre. D'accord. Bon, dernière question, madame, et après on arrêtera là. Merci. Je pense Thomas d'Aquin, il est devenu en 1923 docteur commun. Est-ce que vous pensez que toutes ces revues, ces publications en Allemagne, est-ce que ça a préparé le chemin pour cet docteur commun? Et une petite question, dans votre tabelle, j'ai vu il y avait une revue États-Unis-Hongrie. C'est très bizarre. Oui, il y a deux revues américaines. Avec Hongrie ensemble. Dans votre tableau. Ah oui, ok. Oui. Ah, mais c'était peut-être pour le... Je vais vous montrer Parce que les effectifs, après. en termes d'effectifs, c'était faible que j'ai mis dans une seule colonne. Il y colonne. a une connexion avec beaucoup de publications avant. Alors, est-ce que la... Une préparation, cette décision de pour ça, Thomas d'Aquin très tard, à mon avis. Oui, on va croire que je veux éviter les réponses, mais non, mais je pense que pour répondre à ça, là, il faudrait, ce que je veux pas faire directement, mais oui, il faudrait aller voir le contenu des articles publiés et si on s'en est saisi pour la nomination de Thomas en docteur commun, donc je ne saurais pas répondre. Oui, c'est pas mes fins, oui. Et juste peut-être une dernière chose, le nombre de lecteurs de cette revue, c'est combien? Voilà. Peut-être que là, vous aurez aussi, en tant que directeur de revue, plus d'informations là-dessus. Je ne sais pas, parce que dans ce deuxième temps, il faudrait aller voir s'il y a des archives conservées, mais c'est une difficulté, oui, c'est une difficulté majeure, ça, de l'histoire des périodiques en général, aussi par les politiques de conservation des archives des comités d'édition qui sont quand même très, très, très diverses. Et ici, voilà, j'ai pas été voir s'il y en a un, mais je veux dire, même, pour les deux que j'étudie plus en profondeur, il faut, en fait, il y en a pas, il faut aller chercher ailleurs, quoi. Donc, en tout cas, vous nous ouvrez des perspectives sur une histoire des revues dominicaines, thomistes, dans l'international. Merci beaucoup, on va s'arrêter là pour cet après-midi et on se retrouve donc demain matin à 9h, ici même. Voilà, merci.